de 1500 morts dus au virus Ebola en Afrique de l'Ouest. La sensibilisation est de mise. En Côte d'Ivoire, les femmes de Tia-Salé sont à la tâche. La MUTAC aussi à l'œuvre pour de meilleures conditions de vie des conducteurs de taxis communaux. Et puis, hors de chez nous en Libye, l'aéroport de Tripoli, aux mains des milices islamistes. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre voyage à travers l'actualité. Première escale, Tia-Salé, dans la région de la Niébi-Tiassa, où la jeune féminine a décidé de dresser une véritable barrière contre le virus Ebola. Sa stratégie, opération ville propre et campagne de sensibilisation. Charles Tatouf. 2000 femmes de différentes couches socio-professionnelles du département de Tia-Salé se sont donné rendez-vous au rond-point de cette localité pour communier. Objectif de ce rassemblement, unir leurs forces afin d'être plus efficaces dans la lutte contre l'insalubrité. Elles ont nettoyé des rues de Tia-Salé et des locaux de certains services publics. Se félicitant de cette prise d'initiative de la Fédération des associations des femmes FAFTIA et de l'Association des femmes promotrices de la propreté et de la cuisine de Tia-Salé, la marraine de la cérémonie, Madame Eponon Boni Marie-Noël, a appuyé l'action de ses consoeurs avec un don de 2 climatiseurs à la maternité. La marraine a aussi transmis du matériel de salubrité aux associations des femmes offert par la directrice générale de la Nature. Elle a invité les femmes à l'Union pour le développement des Tia-Salé. On reste à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, 12 broyeuses et 6 presseuses pour les femmes de Thié-Ndiékro, dont du conseil municipal de la commune, qui permettra certainement d'accroître les productions d'Atiéké et d'assurer l'autonomie financière des bénéficiaires. Soro Corona et Charles Tatou ont décidé de nous conduire dans la région du Bélier. La culture, la commercialisation et la transformation du manioc constituent la principale activité des femmes de la commune de Thié-Ndiékro. La fabrication de l'atiéké se trouve encore à l'état rudimentaire dans cette localité. Une situation qui empêche les femmes de sortir de leurs conditions de précarité malgré les efforts qu'elles fournissent. Pour permettre à ces femmes de sortir de la pauvreté et à être plus autonomes, le maire de la localité vient de leur offrir 12 broyeuses et 6 presseuses. Ce don répond au souci de donner les moyens aux femmes afin d'assurer leur autonomie financière. Le maire de Thié-Ndiékro a exhorté les femmes à plus d'ardeur au travail. Yao Boré Casimir a demandé aux femmes de s'organiser en coopérative afin de mieux bénéficier du soutien de l'État et ses partenaires. Amama Yapo Bali, sous-préfet de la localité, a invité les bénéficiaires à faire bon usage du don. Les femmes, en recevant le don, se sont engagées à tracer elles-mêmes les sillons de leur autonomisation qui leur permettra aussi de contribuer au développement du village. C'est avec la main, on prend pour râper les maniocs. C'est très fatigant. Aujourd'hui, on vient d'avoir les machines. Maintenant, nous sommes très contentes. Avec ces broyeuses, on pourra mieux travailler et avoir de l'argent. Ces dons de broyeuses et presseuses vont permettre à plus de 300 femmes d'augmenter leur production d'atiéké. Le maire de Thié-Ndiékro attend élargir son action aux femmes des autres domaines de l'agriculture. Voilà, des broyeuses et des presseuses pour lutter donc contre la pauvreté à Thié-Ndiékro. Mais la population n'est toujours pas au bout de ses peines. Elle attend encore le train du développement qui semble prendre son temps dans la commune. L'accès à l'eau potable relève encore du parcours du combattant. Le château d'eau de la commune de Thié-Ndiékro dans le département de Didiévi ne répond plus aux attentes des populations. Construit dans les années 1990, avec une capacité de 10 mètres cubes heure, aujourd'hui, il fournit seulement 3 mètres cubes heure. Conséquence, de nombreux foyers sont sans eau potable depuis plusieurs mois. Les femmes, pour leurs besoins de ménage, sont obligées de recourir au seul puits du village. Et si le mot problème ne s'écrit pas de deux façons, c'est que nous souffrons ici. Il y a un ancien puits qui est là-bas, mais des fois c'est tari. Donc nous dormons sur le puits jusqu'à l'aube, avant de trouver au moins une cuvette d'eau.
On se débrouille avec un seul puits dans le village. Et le matin, ça fait qu'à tout moment, il y a discussion là-bas. Puisque si il y a au moins 20 femmes qui vont puiser l'eau, ils ne peuvent pas avoir l'eau. Ça fait que vraiment, ce n'est pas tous les jours nous on se lave, surtout les garçons. Outre le vieillissement des installations du château, il faut aussi ajouter l'accroissement des populations et l'extension de la ville. Le manque d'eau à Tiendiekro demeure une réalité préoccupante pour les autorités administratives et municipales de la localité. Les efforts conjugués de ces autorités annoncent des lendemains meilleurs pour les ménages de Tiendiekro. Cette question d'eau a été inscrite à l'ordre du jour du dernier conseil municipal. On a trouvé un nouveau forage qui fait 17 mètres cubes heure, donc largement suffisant pour couvrir nos besoins. Et les travaux sont en cours, il reste à faire le raccordement électrique, mettre en marche ce nouveau forage qui va couvrir tous nos besoins abondamment. Ce nouveau forage qui attend la fin de ses travaux va permettre à de nombreux villages de la commune de bénéficier de l'adduction en eau potable. En matière d'électrification villageoise, les 12 villages de la commune de Tiendiekro ont été connectés au réseau électrique national à la faveur de la visite du chef de l'État dans le Bélier. Merci Charles Tatou et on continue notre périple à travers la Côte d'Ivoire, direction cette fois la région de l'Indénié, précisément à Bangourou, pour nous imprégner des rites funéraires autour donc du décès de la Reine-Mère, cérémonie riche en couleurs et pleine de sens que nous invite à découvrir Franck Wadiou. Les corps peuvent tonner et annoncer aux visiteurs de la cour royale la nouvelle. Mami Amwakon Asso Odette, la reine-mère de l'Indénié, n'a pu soigner sa blessure malgré les recommandations des médecines modernes et traditionnelles. Aujourd'hui, quand une personnalité coutumière est décédée, on ne peut pas aller directement. On réunit tout le monde, c'est Daou qui vient. La reine-mère, on l'a envoyée chez le féticheur. Le féticheur vient de nous faire comprendre qu'il faut un sacrifice. On a tourné jusqu'à on n'a pas eu. Comme on n'a pas eu l'œuf, le pied ne peut pas être guéri. Donc, par manque de l'œuf, elle est décédée. La reine-mère s'est donc éteinte le 7 mai dernier. Et plus de mois après, l'on chante et pleure la reine-mère à la cour royale. La reine-mère, un pays à camp matrilinéaire, est soit la mère du souverain régnant, soit l'aînée des femmes parentées au roi. Mami Asso était la sœur aînée du roi. La reine-mère, c'est la première des femmes du royaume, sur tous les plans. De l'annonce du décès à la levée du corps, puis à l'inhumation, que des symboles. Quand un roi va au funérailles, il faut immoler un mouton. Il doit marcher dans du sable. C'était avant, c'est autre sacrifice. Pendant les funérailles d'une reine-mère ou d'un roi, c'est vraiment les deux couleurs, rouge et noir. Et ce rouge qui indique bien la grande douleur qui nous frappe. À Abengourou, c'est à Adaou, village de la commune, village tutélaire du chef-lieu, que reposent les dépouilles royales. C'est Adaou qui est le village mère. En fait, ces jeunes, ce sont les membres de la famille du village qui accueillent tous les rois et reines, puisque c'est de là-bas que nous venons. Procession vers la sépulture à l'autre bout du village, ponctuée d'arrêts stratégiques, puis arrêt forcé à la porte du cimetière royal. Ici, plus question d'avancer pour l'étranger. Mami Asso Odette, née en 1924, âgée donc de 90 ans, sera inhumée dans la stricte intimité familiale.
Retour à Abidjan pour nous intéresser à cette opération dénommée Ségué-Bana. Entendez fin de la souffrance, c'est en langue malinké. Il s'agit d'une opération initiée par la mutuelle des taxis communaux de Côte d'Ivoire, Mutakossi. Objectif, améliorer les conditions de vie des adhérents. On en parle avec Godefroy Okambawa et Grace Kando. Doumbia Issa est chauffeur de taxi dans la commune d'Abobo. Dans l'exercice de son métier, il rencontre quelques difficultés. Le terrain est vraiment dur. C'est dur avec ça, mais on me tient quand même. Je n'ai pas une assurance santé. Le difficulté qui me fatigue un peu, c'est justement les syndicats. C'est pour pallier ces difficultés que la mutuelle des taxis communaux de Côte d'Ivoire, Mutakossi, a lancé une opération dénommée Ségué-Bana, la fin de la souffrance en malinké. Cette opération va permettre à ses adhérents de bénéficier d'une série de prestations allant d'une couverture d'assurance à une prise en charge alimentaire. On a constaté que tous les chauffeurs sont laissés pour compte. Le secteur baigne dans une précarité indescriptible. Donc on a réfléchi de façon que nous puissions prendre des dispositions pour que tous les conducteurs de la Côte d'Ivoire puissent vraiment rehausser leur niveau de vie. Pour la première fois au niveau du secteur du transport, franchement, je remercie vraiment cette mutuelle qui a décidé de nous aider. J'ai reçu un sac de riz. Vraiment, cela me va droit au cœur parce qu'il nous vient en aide afin que nous puissions aussi aider nos familles. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire représente un maillon essentiel de l'économie ivoirienne. Mais la mauvaise organisation est l'un des maux qui mine ce secteur. Selon la Mutakossi, plusieurs actions seront menées pour soulager les transporteurs. Hors de chez nous, en Libye, les miliciens islamistes de Misrata crient victoire après près de 6 semaines de combat. Ils affirment avoir pris le contrôle de l'aéroport international de Tripoli aux mains donc des brigades de Zintan depuis la chute de Kadhafi en 2011. Victoire symbolique donc pour les islamistes qui dénoncent par ailleurs la main de l'Égypte et des Émirats arabes dans les combats. 48e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza et l'espoir d'un cessez-le-feu s'amenuise. Israël a décidé de poursuivre ses opérations militaires sur la bande de Gaza tant que la sécurité ne sera pas restaurée. L'État hébreu bombarde donc de plus belle le Hamas. Ce matin, 2 Palestiniens ont été tués dans des raids. La riposte ne se fait pas attendre côté Hamas. Les roquettes en provenance du Sud-Liban et de la Syrie s'abattent également sur Israël. 47e jour de guerre et toujours l'impasse. Tandis que des tirs de roquettes visaient l'État hébreu, l'armée israélienne a frappé samedi 35 cibles dans la bande de Gaza. L'une des frappes a tué 5 membres d'une même famille palestinienne, dont 2 enfants. Le Premier ministre Netanyahou a promis une intensification des opérations, alors que pour la première fois depuis le début des hostilités, un enfant israélien a été tué vendredi par un obus tiré depuis le territoire palestinien. L'Égypte a annoncé samedi qu'elle allait organiser un nouveau round de négociations entre Israéliens et Palestiniens pour discuter d'une trêve durable à Gaza. Voilà, et puis une trentaine de morts dans une série d'attentats en Irak. L'ONU craint un massacre à Amerli, assiégé depuis 2 mois par les djihadistes. Le Premier ministre Haïdar al-Abadi appelle ses concitoyens à resserrer les rangs. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Il dit quoi?